Allez, on plonge directement dans l'une des rivalités technologiques les plus féroces des années 80. D'un côté du ring, le Commodore Amiga 500. De l'autre, l'Atari ST. Ce qui rend cette histoire absolument fascinante, c'est que ces deux ordinateurs mythiques partageaient exactement le même cerveau, le même processeur central. Et pourtant, ils possédaient des âmes et des philosophies de conception radicalement différentes. Et cette différence d'âme, ça a donné naissance à l'une des toutes premières vraies guerres de tranchées de l'informatique moderne. La ferveur des fans à l'époque était d'une intensité rare. Les défenseurs de l'Atari attaquaient sans pitié, affirmant que l'Amiga n'était qu'une simple console de jeux déguisée. En face, les pros Amiga répliquaient que l'Atari, avec sa simplicité, c'était juste bon pour les comptables. Franchement, aucun camp ne voulait lâcher le moindre centimètre de terrain. Au menu de notre explication aujourd'hui, on va d'abord planter le décor de cette guerre des 16 bits, ensuite on épluchera les architectures et les spécifications pures, on analysera l'incroyable approche sur mesure de l'Amiga, puis la simplicité redoutable de l'Atari, on verra ensuite pourquoi l'industrie musicale a fait un choix très clair, et on terminera sur les héritages uniques laissés par ces deux légendes. Première étape donc, la genèse, la fameuse guerre des 16 bits. Entre 1985 et 1987, l'industrie est en pleine révolution. Le but, c'est rentrer la puissance phénoménale du 16 bits directement dans les salons. Ce qui amène une question franchement intrigante. Comment deux machines propulsées par exactement la même puce, le Motorola 68000, ont-elles pu finir par dominer des industries qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre ? Pour comprendre ce mystère, il faut soulever le capot. Passons aux architectures et aux spécifications techniques. Même si le cœur est identique, le contraste des capacités saute aux yeux. On a le Motorola 600000 des deux côtés, avec un très léger avantage de vitesse pour l'Atari, cadencé à 8 MHz contre un peu plus de 7 pour l'Amiga. Mais là où l'Amiga écrase tout, c'est sur le multimédia, une palette de 4096 couleurs et un son stéréo numérisé sur 4 voix. Chez Atari, c'est plus modeste, 512 couleurs et un son mono très classique. Par contre, le coup de grâce de l'Atari, c'était son prix, environ 8000 francs en 1987, un tarif nettement plus agressif que l'Amiga qui flirtait, lui, avec les 10 000 francs. Explorons la stratégie de Commodore. Doter l'Amiga de puces clés de toutes pièces, entièrement sur mesure. Cette supériorité technique écrasante de l'Amiga, elle vient d'une idée brillante. Il fallait absolument décharger le processeur principal de tout le travail fastidieux. La solution consistait à confier les tâches visuelles et sonores à des puces ultra spécialisées. Prenez la puce Fatagnus par exemple. C'est un véritable chef-d'œuvre de complexité. Son boulot exclusif consistait à générer les adresses mémoire et à contrôler l'animation vidéo de façon totalement autonome. Le processeur principal, du coup, avait les mains libres pour faire tourner le reste de la machine sans aucune lenteur. En réalité, l'Amiga s'appuyait sur un véritable trio magique de silicium. On y trouvait Paula, une puce capable de traiter l'audio en lisant de vrais échantillons sonores sur 4 canaux stéréo, ce qui était une prouesse à l'époque. Ensuite Denise, chargée de l'affichage vidéo, des fameuses 4096 couleurs et de ce défilement d'écran ultra fluide. Et bien sûr, Agnus, la véritable chef d'orchestre qui synchronisait la mémoire. C'est l'interaction parfaite de ces trois puces sur mesure qui a fait de l'Amiga une bête de course absolue pour la création et le jeu. De l'autre côté, l'approche était diamétralement opposée. Focus sur l'Atari ST et sa simplicité redoutable. Face à l'incroyable complexité du sur-mesure de l'Amiga, Atari a fait un pari très pragmatique. Autour du processeur, aucune puce customisée hors de prix. L'Atari ST exploitait une architecture parallèle super astucieuse en utilisant uniquement des composants standards, du matériel qu'on trouvait déjà massivement sur le marché. Un générateur de son Yamaha bien connu, un contrôleur de disquette Western Digital très classique, ces composants standards travaillaient ensemble avec une efficacité impressionnante, créant un système ultra direct, sans fioriture et surtout très rapide à fabriquer. Le résultat de cette philosophie minimaliste, il est parfaitement résumé par le slogan d'Atari de l'époque. La puissance sans le prix. En utilisant des pièces disponibles sur étagère, le coût de conception et de fabrication s'est effondré. D'un seul coup, on obtenait une machine 16 bits ultra performante, mais vraiment abordable. Ça a littéralement ouvert les portes de cette nouvelle technologie à des milliers de familles et de professionnels qui avaient un budget plus serré. Mais cette simplicité de conception cachait un atout décisif. Ce qui nous amène au choix inconditionnel des musiciens. Pour comprendre pourquoi, il faut s'arrêter une seconde sur une technologie fondatrice, le protocole MIDI. C'est l'acronyme d'interface numérique pour instruments de musique. En gros, c'est le standard technique universel qui permet à un ordinateur, un synthétiseur et une boîte à rythme de se comprendre parfaitement et de jouer en rythme. Aujourd'hui encore, c'est l'épine dorsale de l'industrie musicale et du travail en studio. Et c'est là qu'Atari a réussi un coup de maître monumental. L'Atari ST intégrait nativement les fameux ports MIDI, directement moulés à l'arrière du boîtier. C'était incroyable. Sur un Amiga, il fallait acheter et configurer une interface externe souvent onéreuse. Avec l'Atari,
Il suffisait de le sortir du carton, de brancher un clavier musical au dos, et l'enregistrement pouvait démarrer à la seconde. Cette simple intégration native a propulsé l'Atari ST au rang d'outil indispensable dans absolument tous les studios professionnels de la planète. Et l'impact sur la culture pop a été tout simplement gigantesque. Jean-Michel Jarre, Dépêche Mode, Fatboy Slim, Tangerine Dream, la liste des légendes ayant bâti leur chef-d'œuvre avec la précision d'horloger d'un Atari ST donne le vertige. Associé à des logiciels précurseurs de l'époque, comme Cubase, cet ordinateur, pensé pour être abordable, n'a pas fait qu'accompagner les artistes. Il a véritablement sculpté et défini le son de la musique électronique des années 80 et 90. Ce qui nous mène naturellement à la conclusion de notre analyse. Deux héritages bien distincts. À partir d'exactement la même puce de silicium, on a assisté à deux trajectoires historiques totalement opposées. Au bout du compte, il n'y a pas eu de vrai perdant. L'Amiga 500 est devenu le roi incontesté du jeu vidéo et le pionnier de l'art numérique avec la fameuse scène démo, repoussant en permanence les limites du possible grâce à ses puces sur mesure. De l'autre côté, l'Atari ST a régné en maître absolu dans les studios de musique et s'est imposé comme un outil de bureautique redoutablement fiable. Chacun était objectivement l'outil le plus parfait pour sa propre communauté créative. Alors, gardons cette idée en tête pour clôturer notre explication. C'est quand même fascinant de voir comment des architectures matérielles si différentes, avec leurs propres contraintes, parviennent à déclencher de telles étincelles de créativité. N'est-ce pas justement face aux limites techniques les plus strictes d'une machine que l'ingéniosité humaine s'exprime avec le plus de force? C'est une réflexion passionnante. Merci infiniment d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'ère 16 bits et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.